La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci à vous de nous retrouver ici pour B2B avec mon acolyte Frédéric Lelièvre. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic, aujourd'hui êtes-vous prêt à partir dans les coulisses, à la découverte des coulisses du luxe, Oh, du luxe, mais dites-moi en plus. du ça grand m'intéresse. luxe que notre invité connaît comme sa poche. Voilà plus de 10 ans qu'il conseille de très grandes marques du secteur comme Patek Philippe, Porsche ou Van Cleef Arpels dans leur stratégie marketing digital. On verra de quoi il s'agit. On va aussi parler du parcours de cet autodidacte, désormais à la tête d'une entreprise qui emploie plus de 100 personnes entre Genève, Shanghai et New York sous le nom de Digital Luxury Group. DLG. Il s'agit donc de David Sadig, le fondateur et CEO de DLG. Bienvenue dans B2B. David Sadig, bonjour. Bonjour et merci pour votre accueil. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ici dans B2B. On va parler aujourd'hui de vous, mais aussi de votre entreprise. Pour ma part, je vais m'intéresser à votre personne davantage. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui vous êtes et qui se cache, qui est la personne qui se cache derrière ce marketing digital consacré au luxe, puisque ça fait rêver beaucoup de monde. Et je suis sûr que vous avez plus d'un tour sous votre chapeau, dans votre chapeau. Alors, pour commencer, Frédéric nous a dit que vous étiez autodidacte. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu le démarrage de votre carrière? Bon, c'est assez simple. Je pense comme beaucoup de jeunes adolescents d'époque, je suis né en 81, c'était les débuts d'Internet. Moi, je voulais essentiellement devenir soit journaliste, soit architecte. Ouais. Il s'avère que j'ai découvert le web qui alliait en fait une dimension éditoriale et une dimension aussi de créativité qui m'a beaucoup plu. Et puis différentes raisons, notamment privées, un divorce de mes parents à l'époque, etc., m'ont encouragé à devenir indépendant financièrement assez vite, avec l'objectif de partir aux États-Unis, d'aller à Stanford, parce qu'à cette époque-là, j'étais persuadé que l'Internet ne s'apprenait qu'aux États-Unis. Et voilà comment l'entreprise a démarré. Ce qui est drôle, puisque l'Internet est né ici à Genève, finalement. L'Internet est en partie né à Genève, c'est juste que c'est le cas. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même vu, depuis la naissance du web, que l'essentiel des entreprises en fait performantes, une grande partie des entreprises cotées en bourse, une grande partie de la création de valeur est aujourd'hui liée quand même au marché américain et à la Silicon Valley notamment. Alors on peut le dire, c'est vrai que le marché du luxe, mais comme tous les autres marchés, dépendent beaucoup aujourd'hui de ce qui se passe sur la toile, sur Internet. Forcément, le marketing digital a pris une importance colossale dans le quotidien de toutes les entreprises. On peut dire que vous avez eu du flair au départ de vous intéresser à ça, ou vous étiez là au bon moment, à la bonne époque? Vous savez, des fois, on peut penser que c'est du flair, des fois, on peut se dire que c'est une forme d'insouciance. Je pense que souvent, quand on crée une entreprise, en tout cas pour ma part, il y avait beaucoup d'insouciance. Il y avait l'envie de créer quelque chose, l'envie de pouvoir bâtir une équipe, l'envie de pouvoir façonner, on va dire, une culture d'entreprise selon un certain nombre d'idées. Et je pense que c'est cette vision-là qui nous a animés dès le départ. On a eu la chance assez vite de pouvoir travailler pour de très belles marques. Certaines des marques les plus admirées au monde, ça allait de Marc Jacobs à New York, à Rolex ou pas mal d'autres entreprises, Rolls-Royce par exemple. Et c'est vrai que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'un côté, ça fascinait beaucoup de gens, le fait de travailler pour des marques aussi inspirantes, mais il y avait aussi un niveau d'exigence, notamment en termes de positionnement de marque, en termes de communication, en termes de publicité. Beaucoup de dimensions artistiques, beaucoup de dimensions qualitatives. Et je crois que c'est ces deux dimensions-là qui nous ont vraiment animés dès le début. Pour revenir au début, pourquoi Stanford, pourquoi aller aux États-Unis, et puis sans diplôme en Suisse, est-ce que c'était plus difficile? Bon, l'histoire est que les anciens profs de la HES ou de l'ESIG à Carouge ne m'en veulent pas, mais en fait, j'ai essayé de faire de l'informatique de gestion en Suisse. Et puis, c'est vrai qu'à la fin des années 90, on nous apprenait encore le COBOL, on nous apprenait encore pas mal de langages de programmation un peu désuets. À la même époque, il y avait des nouveaux langages de programmation qui étaient en train d'arriver. Donc, je pense que c'était un peu difficile de se former dans le domaine du web en 1999 ou en 2000. Je pense que maintenant, ça a changé. Il y a énormément d'écoles, il y a beaucoup de formations. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, je pense que les États-Unis et to some extent l'Angleterre étaient les deux Dans quel marchés jour vous partez? sur lesquels. Vous vous dites, allez, je prends mes bagages. j'y vais. Au fait, au début, je suis carrément pas parti. J'ai commencé directement à travailler. Je me suis formé. On a acheté des livres. Chaque fois qu'on avait un copain qui allait à Londres, il nous ramenait des bouquins de Londres. On allait de temps en temps aux États-Unis. Et en fait, on a vraiment démarré en autodidacte. Je suis parti à Stanford faire de l'executive education, mais 10 ans plus tard. Donc, c'est pas directement lié à la création de l'entreprise.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe, qui finalement a été un peu l'underground à un moment et même un peu à la traîne, a réussi à récupérer ce retard? Est-ce que parfois... Non, pour être Toujours franc, je pas. pense pas. Je pense qu'en fait, on a encore des industries, et le luxe en fait partie, sur lequel je pense que l'Europe a un positionnement, une histoire, une puissance industrielle qui est encore existante. Mais je pense si on regarde aujourd'hui en fait l'industrie des semi-conducteurs, si on regarde aujourd'hui les plus gros sites e-commerce, si on regarde aujourd'hui les places de marché, si on regarde aujourd'hui les infrastructures de télécommunications, je pense qu'on se rend bien compte que on a un bloc américain extrêmement fort, on a un bloc chinois qui s'est très bien protégé, extrêmement fort, on en reparlera. Et j'ai l'impression que l'Europe est plutôt dans une position où elle est challengée. Difficile. Alors néanmoins, le marketing digital, ça touche tous les domaines, mais le luxe, c'est un marché de niche tout petit et c'est très particulier. Comment est-ce qu'on fait pour tomber dans le luxe? Bon, déjà, le luxe semble petit, mais en fait, du luxe, vous en trouvez partout. Vous avez de l'immobilier de luxe, vous avez des yachts, vous avez des jets, vous avez des maisons de vente aux enchères, vous avez de la cosmétique de luxe, vous avez des soins aujourd'hui à la personne ou des cliniques privées de luxe, de l'horlogerie, de la joaillerie, de l'automobile, et j'en passe. Donc, en fait, je pense que déjà, c'est probablement une vision qui est légèrement biaisée de penser que le luxe est une petite industrie. Je pense que le luxe, c'est une catégorie qui est plutôt transversale. Et dans de très nombreux secteurs d'activité, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de marques qui sont des marques de luxe. L'intérêt des marques de luxe, c'est quoi? C'est qu'en fait, de par leur positionnement et de par le fait que beaucoup de gens les admirent ou souhaitent les acheter, mais ne peuvent pas forcément les acheter, vous vous retrouvez avec deux publics cibles très différents. D'un côté, des admirateurs, des fans qui en rêvent, qui parfois vont acheter la casquette Ferrari, parfois mettre le poster dans leur chambre quand ils sont enfants, et de l'autre côté, des gens qui vont pouvoir acheter le véhicule et réellement l'utiliser. En fait, ça donne des campagnes marketing où il faut toujours s'assurer qu'on garde une balance entre la désirabilité qu'on a et la reconnaissance auprès des fans, mais aussi une forme d'exclusivité, ce qui veut dire qu'on ne souhaite pas que la marque soit forcément trop accessible, on souhaite qu'elle reste accessible à un certain groupe de personnes, on va dire, et c'est ce qui va faire que cette marque reste positionnée d'une manière exclusive et plus qualitative. Ça, c'est une des dimensions. Je pense que la deuxième dimension, c'est que les produits manufacturés, et il existe encore beaucoup de produits de luxe qui sont manufacturés, bien évidemment, vous ne pouvez pas les produire en masse. Et à partir du moment où ils sont manufacturés, je reviens d'Homo Faber à Venise, qui est la biennale dédiée au métier de l'artisanat et du handcraft. Et en fait, on se rend compte à quel point aujourd'hui, les métiers liés à l'artisanat sont essentiels pour un certain nombre de maisons du luxe et à quel point elles permettent aujourd'hui de pouvoir aussi soutenir et protéger un certain nombre d'emplois qui sont des emplois qui auraient pu avoir vocation à disparaître. On peut donc comprendre que même pour les experts du web, le travail fait main a encore de beaux jours devant lui. Mais je vais vous dire, je partageais le feedback justement aux organisateurs de Homo Faber. De mon point de vue, dans un monde aujourd'hui qui est en train de se diriger vers de plus en plus d'AI, de plus en plus de robotisation, de l'intelligence artificielle à tout va, je pense que comme toujours, quand on va très vite dans une direction, on va aussi avoir un effet contraire, à savoir une revalorisation d'un certain nombre de métiers manuels, j'en suis convaincu. Alors sur votre site concernant le luxe, j'ai pu relever 3 mots: exclusivité, rareté, innovation. J'avais envie de savoir si votre travail est taillé du même bois. Alors, c'est une excellente question. L'innovation fait effectivement partie vraiment de l'ADN de DLG. Ce qu'on a toujours essayé de comprendre, c'est quels sont en fait les phénomènes qui sont de l'ordre des trends durables, de tendances durables, versus qu'est-ce qui fait partie du hype, qu'est-ce qui fait partie d'un phénomène plutôt éphémère. Et c'est vrai qu'avec une vingtaine d'années d'expérience maintenant, en ayant aussi des équipes basées aux États-Unis, en Chine, en fréquentant un certain nombre d'événements internationaux, en ayant accès à certaines données quantitatives et qualitatives, on essaye d'avoir un avis, ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive pas de nous tromper, mais on essaye d'avoir un avis qui nous permet d'être un peu plus précis quant à réussir à comprendre si on parle de tendance de fond ou de trend éphémère. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement primordial, surtout dans un monde comme le monde actuel où on essaye de nous faire croire que le monde va toujours changer pour le pire ou parfois pour le mieux chaque fois qu'on ouvre un journal ou qu'on discute avec un expert. Alors, je reviens sur la première question de départ. On a dit que vous étiez autodidacte. Dans un monde d'expertise et de grands talents, de grands soins au travail fait, un autodidacte, il est reçu comment? Bon, je pense qu'il y a deux manières de voir l'autodidacte. Au début, c'était un peu difficile parce que bien évidemment, on se dit,
ma mère est décédée, mais disons, je me rappelle qu'elle aurait été très contente à l'idée que je puisse avoir un master à Stanford ou même probablement à l'Université de Genève. Donc je pense que ça prend un certain temps de comprendre et de se dire, tiens, j'ai choisi une voie qui est différente, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les autodidactes, et vous le voyez avec des Bill Gates qui n'ont pas fini l'université, des Steve Jobs qui n'ont pas fini, sans du tout chercher à me comparer à eux, mais on voit qu'aujourd'hui, énormément de créateurs se sentent un peu mal à l'aise dans un système qui est trop structuré. Je ne vous parle même pas des troubles de l'attention. Aujourd'hui, une grande partie des gens créatifs sont diagnostiqués avec des troubles de l'attention. Je pense que ça peut aussi expliquer pourquoi parfois certaines personnes ont peut-être plus de difficultés au niveau de leur scolarité. Donc je pense qu'être autodidacte, pour moi, c'est un état d'esprit qui me permet d'être curieux. C'est un état d'esprit qui ne me donne pas de frontières, qui me donne la possibilité de parler aussi bien avec un philosophe qu'avec un architecte, qu'avec un ingénieur informaticien, et me dire d'une manière ou d'une autre, je vais essayer de m'imprégner, de comprendre son raisonnement et d'essayer d'acquérir les notions théoriques de base qui vont me permettre de pouvoir engagé. Donc j'ai l'impression que dans le monde ultra spécialisé aujourd'hui, être autodidacte est probablement, en tout cas dans mon cas, un avantage. Vous parlez de la curiosité, vous êtes aussi curieux des médias. Vous avez participé au lancement, à la création de ID News en 2017, racheté depuis par le temps. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les médias ? Bon, il y a plusieurs dimensions, mais disons, quand Serge Michel et Tibер Adler m'ont parlé du projet ID et de ce qu'ils souhaitaient créer, c'est vrai que j'ai eu vraiment tout de suite envie de participer à l'aventure et d'essayer d'apporter une modeste pierre à cet édifice. La raison est assez simple, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'une démocratie fonctionne bien quand elle a un organe ou des organes de presse indépendants. Et j'avais l'impression qu'en Suisse, et j'avais eu l'occasion de le voir aussi de par mon expérience professionnelle, j'avais l'impression qu'il restait plus vraiment de médias romans en main romande et que l'agenda nous était quand même en partie dicté par l'Allemagne, la France ou la Suisse alémanique et Zurich. Mais n'oublions pas Internet où en fait les romans se renseignent aussi énormément en France auprès d'un certain nombre de sites. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs statistiques qui m'ont choqué. Une statistique qui m'a choqué, c'est qu'aux États-Unis, les sites pornographiques rapportent plus d'argent que les abonnements médias. Donc je pense qu'en fait, ça donne une bonne illustration du fait qu'aujourd'hui, les gens soit ont moins d'intérêt pour l'information, soit quand ils en ont, sont pas prêts à payer, parce qu'on est rentré dans une ère de gratuité. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller alors aux médias qui cherchent un modèle économique aujourd'hui ? Je vais essayer de vous répondre, mais je pense que c'est la fameuse question à $1 million. Le modèle économique de la presse aujourd'hui est extrêmement compliqué. Ce qu'on voit, pour l'avoir analysé dans un certain nombre de pays européens, c'est qu'il faut déjà un marché domestique qui soit d'une taille suffisamment importante, avec un marché publicitaire qui est important. Le cas de la Suisse romande, c'est un peu l'inverse, parce que l'essentiel des décisions des annonceurs se prennent quand même depuis Zurich, et environ 70% du marché est quand même hors Suisse romande. Donc ça, c'était déjà un des problèmes. Mais j'ai l'impression que si on n'a pas un marché domestique avec suffisamment de gens qui lisent ou qui s'intéressent, qu'on n'est pas le leader dans le marché en question, type Le Monde par exemple, en France, ou qu'on n'est pas un acteur de niche très polarisant, avec des opinions qui vont à l'encontre du sens commun. Pour choquer. Voilà. Et qui cherche à choquer, vous expliquer qu'on est dans l'investigation et que les grands médias nous mentent et qu'il faut d'une manière ou d'une autre payer son abonnement. Vous aurez probablement reconnu la signature du média que j'avais en tête. En l'occurrence, je pense qu'effectivement, les business models sont difficiles. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui un certain nombre de fondations et de personnes multimillionnaires ou milliardaires, je pense, venir absolument, mais je pense même à la fondation du Guardian ou à d'autres types de fondations, où en fait je pense que nous allons devoir payer pour pouvoir, quand je dis payer, c'est soit nous en tant qu'utilisateurs, soit les gouvernements ou un certain nombre de sociétés privées ou de donateurs, pour si on souhaite garder une presse qualitative. Dans le cas contraire, on risque de tomber dans une Netflixisation de la presse, ce qui voudra dire qu'on regardera à peu près les mêmes séries, peut-être avec des sous-titres légèrement différents, dépendant de l'intelligence artificielle qui sera utilisée pour les sous-titres. Et je crains que ce soit parfois déjà un peu le cas. On va fermer cette petite parenthèse vous concernant. On va s'intéresser davantage maintenant à votre entreprise, DLG. Et je passe là-bas à Frédéric. David Sadik, vous êtes donc à la tête de DLG, 120 employés exactement, une quarantaine à Genève et les autres se trouvent essentiellement en Chine, à Shanghai, un petit bureau à New York. Votre spécialité, c'est le marketing digital, on l'a brièvement évoqué, c'est la stratégie, la conception, la réalisation de campagnes
ou l'optimisation des ventes de e-commerce, c'est ça, on pourrait résumer comme ça le marketing On peut digital? absolument le résumer comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, le marketing n'est plus vraiment digital ou pas digital dans le sens où tout se digitalise. Si je vais dans un terminal de jet privé, la publicité qui va s'afficher dans l'aire d'atterrissage va être de toute façon une pub sur un support digital. Donc voilà, mais notre métier, si on le résume, c'est d'aider des marques qui sont, dans la majorité des cas, des marques très admirées, qui ont déjà un certain nombre de fans, beaucoup de clients, les aider à garder une désirabilité forte qui va être la garante d'une croissance pérenne. Et on va vraiment essayer de les aider à faire ce qui doit être fait pour que les gens continuent à désirer, les nouvelles générations continuent à rêver, que les gens aient envie d'interagir avec cette marque-là au travers des réseaux sociaux, au travers du site Internet, au travers de certains programmes événementiels qui peuvent intégrer des dimensions digitales. Concrètement, si on prend l'exemple de Patek Philippe, donc Autorlogie à Genève, c'est un de vos clients. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Bon, c'est déjà, pour moi, la marque Patek Philippe, c'est une marque très particulière dans le sens où je pense que c'est une des plus belles marques au monde. Je pense que c'est une des marques qui était déjà le mieux positionnée bien avant que nous ayons l'opportunité de travailler pour eux. Je pense que c'était déjà une marque qui était extrêmement bien positionnée et qui était déjà reconnue comme une marque leader puissante sur son segment. Le travail dont je peux parler, qui figure sur notre site Internet, c'est de les avoir accompagnés sur les réseaux sociaux. C'est un travail qui s'est fait vraiment de concert avec les équipes de Patek Philippe. Et c'était vraiment une réflexion de se dire, en fait, sur une plateforme comme Instagram, qui est probablement devenue la plateforme au monde qui, hors Chine, attire le plus de collectionneurs, le plus de passionnés d'horlogerie, quelle devrait être, en fait, la mécanique, quelles devraient être les typologies de contenu et comment est-ce qu'on pourrait en fait positionner la marque Patek Philippe sur Instagram. C'est DLG qui leur a dit vous devez être sur Instagram ou ils y étaient déjà et vous les déconseillez? Absolument pas. En fait, c'est le client qui avait une vision extrêmement claire en fait du fait de se dire on souhaite aujourd'hui toucher un public cible plus jeune. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous avec un des dirigeants de chez eux et qui était vraiment intéressé par essayer de mieux comprendre comment toucher une cible plus jeune, comment toucher les clients existants aussi, et comment faire en sorte d'y aller dans un contexte qui était intéressant, parce qu'en fait, c'était un contexte où Patek Philippe était la dernière marque parmi les grandes marques connues à ne pas être sur Instagram. Donc, vous avez toujours le challenge de, si je prenais le cas d'un Ferrari, par exemple, comment est-ce que vous faites pour arriver avec une présence puissante, pour arriver avec un discours cohérent, alors qu'en fait, l'intégralité des autres marques sont déjà présentes. Donc ça, c'était le challenge sur lequel on a eu l'occasion de collaborer très étroitement avec les équipes de Patek Philippe. Le but ensuite, c'est de générer des ventes en ligne, parce que c'est des objets d'exception. Est-ce que vraiment on les vend en ligne? Ça dépend vraiment des marques. Vous allez avoir certaines marques qui vont chercher à faire des ventes en ligne. Vous en avez d'autres qui vont essayer de générer du test drive. Si je reviens sur le cas de l'automobile, on a aidé Ferrari, par exemple, à devoir générer davantage de test drive. Test drive, ça veut dire que les gens aillent essayer la voiture. D'accord. Donc, on avait une vision précise du type de client qui nous intéressait. En l'occurrence, c'était dans l'agglomération zurichoise. On avait identifié qu'il y avait dans l'agglomération zurichoise un certain nombre de gens qui pourraient être des clients Ferrari, mais qui aujourd'hui ne l'étaient pas. Et l'objectif, c'était de pouvoir réussir à comprendre dans une première étape comment on les atteint, ces pourquoi. clients? Alors, en l'occurrence, souvent via réseau. Donc là, c'est un réseau de ce qu'on appelle des high net worth ou des ultra high net worth. Donc, on rentre en contact avec un certain nombre de réseaux. Là, il y avait un réseau qui s'appelle le YPO, qui est un réseau d'entrepreneurs international qui, en l'occurrence, a pas mal de membres sur Zurich. On avait aussi, via contact personnel, certains collectionneurs de montres qui étaient aussi des fans d'automobiles. Et on a pu discuter individuellement avec une vingtaine de propriétaires de Mercedes AMG ou de Porsche qui n'avaient pas de Ferrari, dans le but de comprendre quelles sont les raisons qui empêchaient peut-être Ferrari de vendre davantage de voitures. Et une fois qu'on a compris ça, et une fois, je ne vais malheureusement pas pouvoir donner le détail sur ce qu'on a compris, mais une fois qu'on a compris ça, la question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise pour, d'une manière ou d'une autre, séduire, engager et avoir envie, d'une manière ou d'une autre, d'attirer des gens qui, sur l'espace d'un week-end ou peut-être un jour de semaine, vont avoir envie de venir essayer la nouvelle Ferrari et de prendre du plaisir au volant. Alors, vous ne pouvez pas donner le résultat de cette enquête pour nos téléspectateurs, mais pour les entrepreneurs qui vous écoutent et qui sont curieux de savoir, puisque vous êtes en contact, vous, avec de grandes marques, comment faire quand on est un petit entrepreneur pour développer cette désirabilité? Quelle est la recette? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Bon, je pense que
La logique qui s'applique à ces grandes marques-là est très différente de petites marques. Quand vous êtes Ferrari et que vous avez la Formule 1 et que vous avez déjà des dizaines de millions de personnes au travers du monde, dont plein de gamins qui ont grandi avec des petites Ferrari et qui, d'une manière ou d'une autre, rêvent de la casquette ou du poster, bien évidemment, vous partez avec une désirabilité différente. Quand vous êtes Patek Philippe ou Rolex, vous partez aussi avec une désirabilité qui est différente. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un cas d'école qui est vraiment intéressant, c'est peut-être le cas d'école d'entreprises qui ont réussi à se faire connaître dans des délais de temps très courts. Je vous donne un exemple. On a un client qui s'appelle Augustinus Bader. C'est une des marques en beauté qui a eu la croissance la plus phénoménale de ces dernières années. On les a accompagnés en Chine sur un audit digital qui avait pour objectif de mieux comprendre en fait comment les aider à accélérer sur le marché chinois. Et bien évidemment, dans le cas d'une marque comme Augustinus Bader, c'est pas que la publicité qui a fait que la marque décolle, c'est qu'en fait le produit est suffisamment bien positionné et la promesse du produit est suffisamment honorée pour que le bouche à oreille fonctionne. Et je pense que si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est maximiser le bouche à oreille. Nous vivons dans un monde dans lequel non seulement les gens parlent, mais ils parlent de plus en plus. Ils ont de plus en plus d'activités dans les réseaux sociaux. Ils ont de plus en plus de groupes WhatsApp privés où on ne voit pas toujours le nombre de gens qu'ils ont en contact. Donc je pense qu'il faut vraiment chérir ses clients et essayer de transformer ses clients en ambassadeur de la marque. Ça, je crois que c'est la première étape avant de démarrer ou de concevoir une campagne de publicité. Vous évoquez la Chine. Le marché chinois a longtemps tiré les ventes du secteur du luxe. On l'a vu très clairement avec l'horlogerie. Comme on voit aujourd'hui la forte correction qu'il y a, je rappelle que les exportations horlogères ont baissé de 20% en premier semestre. C'est considérable. Vous qui avez des équipes en Chine, quelle image ou quel diagnostic posez-vous sur l'économie chinoise? Bon, j'ai un regard qui est déjà celui d'une personne qui ne parle pas le mandarin, qui n'habite pas sur place, donc qui reste humble et mesuré. Mais disons, il me semble qu'en fait, il faut remettre ça dans un contexte historique. Bien évidemment, on peut regarder la bourse, on peut regarder la crise de l'immobilier, on peut se dire, tiens, il y a des enjeux, etc. à court terme. Mais il ne faut pas oublier que ce pays-là aurait dû être le pays dominant et la puissance dominante s'il n'y avait pas eu les guerres de l'opium, s'il n'y avait pas eu une certaine colonisation européenne. Donc en fait, j'ai l'impression que ce à quoi on assiste avec la Chine aussi, avec Hong Kong, qui est maintenant qui fait partie de la Chine à nouveau, Qui a été mis au pas par la Chine. Je pense qu'on assiste aujourd'hui en fait à un développement sans précédent de l'économie chinoise. Alors, bien évidemment, un développement, ça ne se fait pas comme ça. Je pense qu'un développement, ça se fait aussi par étapes. Je pense que là, on est justement à une de ces étapes. Mais en fait, sur la base des informations qu'on a, sur la base des clients, sur la base de ce qu'on ressent, on reste extrêmement positif sur le marché chinois. Et on pense notamment qu'aujourd'hui, les chiffres de la Chine qui ralentissent sont vrais, mais de l'autre côté, regardez les ventes au Japon qui explosent. On estime que 30 à 50% de l'augmentation des ventes qui a eu lieu au Japon est directement le fruit des Chinois, si ce n'est pas plus. Des touristes chinois qui vont au Japon. Absolument. On entend beaucoup de géopolitique dans votre discours. On vient, il y a quelques jours, semaines, de terminer les Jeux Olympiques à Paris. Paris qui a été une grande capitale du luxe, de la mode. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que Genève est en train de passer devant? Alors non, je pense que Paris est une capitale qui est absolument pas comparable à Genève pour le luxe. Je pense que Genève, on est encore très fort sur l'horlogerie. To some extent aussi sur la banque privée. Mais je pense que Paris reste absolument une des capitales mondiales du luxe et de la mode, si ce n'est la capitale mondiale. Et j'ai l'impression que nos amis français doivent être salués pour la qualité de ce qu'ils ont réussi à organiser avec les Jeux Olympiques. Je pense que ça montre que quand les Français se mettent ensemble, ils sont vraiment extrêmement impressionnants. Et j'ai l'impression que LVMH aussi, qui était directement impliqué, je pense, comme un des sponsors principaux des Jeux Olympiques de Paris, je pense qu'ils ont mis la barre extrêmement haut et que maintenant, ça va être intéressant de voir comment est-ce que Los Angeles réagit à tout ça. Avant de terminer cette deuxième partie, deux questions sur DLG. Dans les archives de la GFI, en 2018, on lit que vous souhaitez doubler vos ventes d'ici 2020, c'est-à-dire dépasser la barre des 10 millions de francs. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ça a été fait. Alors, on ne publie pas nos résultats de manière chiffrée. Ça a été fait, mais avec un an de retard. Mais donc, la barre des 10 millions de francs a été dépassée. L'entreprise est en croissance. L'entreprise n'a pas de dette. J'ai la chance d'en être toujours l'actionnaire majoritaire. J'aurais pu, en fait, si j'avais souhaité, j'ai été approché à plusieurs reprises, dire souhaitez-vous céder votre entreprise, etc. Mais en fait, on a des projets extrêmement concrets en tête, peut-être qu'on va en parler. Et en fait, on a décidé de plutôt investir et donc de plutôt lever des capitaux dans l'objectif de développer
l'entreprise. Et ces projets, ce sera la dernière question, est-ce qu'ils sont liés au changement de président? Auparavant, c'était Tibert Adler, on l'a évoqué, homme de presse des médias en Suisse romande. Aujourd'hui, vous avez Christian de Linz, qui a un profil très différent, plutôt de spécialiste du private equity, d'investissement privé. Vous avez quel projet avec lui? Je vais vous répondre. Déjà, je pense que Tibert a servi comme président pour DLG pendant plus d'une dizaine d'années. Je pense qu'on n'aurait pas réussi en fait à créer cette entreprise sans lui. Je pense que le virage Asie, c'est lui qui m'avait envoyé la première fois à Hong Kong, du temps où il était CEO d'Edipress, pour aller y faire un workshop. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer certaines des premières personnes. Donc, il y a eu vraiment, je pense, un soutien absolument extraordinaire de sa part. Je pense qu'effectivement, maintenant, on rentre dans un deuxième chapitre. Je pense que dans le deuxième chapitre, c'est un chapitre de croissance externe. Chapitre dans lequel Tibert continue à nous aider comme conseiller stratégique auprès du board de DLG. Acquisition externe. Et je pense qu'effectivement, la présidence de Christian de Lindt, qui lui-même a créé son propre fonds de private equity en début de trentaine, basé à Londres, qui a eu une entreprise Headway qui a extrêmement bien fonctionné. L'idée est vraiment de pouvoir bénéficier en fait d'une expertise private equity avec l'objectif de pouvoir, depuis Genève, bâtir ce que les anglophones appellent un buy and build, c'est-à-dire l'idée de faire l'acquisition de plusieurs structures dans notre secteur d'activité dans les années à venir. Vous savez, notre choix, il était assez simple. On était trop grand chez les petits, trop petit chez les grands. Et en fait, quand vous êtes à ce niveau de positionnement-là, soit à un moment donné, vous acceptez de vous faire racheter, ce qui peut être tout à fait l'intérêt de certaines personnes, soit vous vous dites, je crois suffisamment dans le potentiel futur de mon entreprise. J'ai 2 enfants qui ont 15 et 13. A priori, ils n'ont pas prévu de reprendre DLG un jour, mais sait-on jamais. J'avais 19 quand j'ai créé, ça voudrait dire que peut-être que mon fils dans 4 ans, il aura envie de se lancer comme autodidacte, si sa mère m'écoute. Voilà. Vous serez peut-être surpris, en tout cas, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup David Sadig. Merci beaucoup Frédéric. Avant de vous libérer, David Sadig, nous allons vous demander de répondre à quelques questions. C'est notre surprise pour cette nouvelle édition, cette nouvelle saison, un questionnaire de Proust. Et merci beaucoup. Au revoir Frédéric. Au revoir Ludovic. Je suis bavard. Alors peut-être pas tous les jours, mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est une phrase de d'Ormesson. Je méprise les honneurs et l'argent, mais je ne déteste pas tout ce que je méprise. Bon, il y en a beaucoup, c'est pas directement un entrepreneur, mais je suis assez fan de Emmanuel Faber, qui était l'ancien CEO de Danone. Je pense que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui sur la réforme des normes comptables et sur en fait sa volonté de se mettre au service d'un capitalisme peut-être plus social, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc disons que j'ai des références plus de ce côté-là que du côté des Elon Musk. Accroche-toi. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.